Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Surface de vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous une femme discrète. Elle parle rarement dans l'espace public et pourtant, son parcours en dit long sur son engagement professionnel et politique pour son cher pays, le Burkina Faso. Je reçois pour vous l'ancien médiateur du Faso, Halima Deborah, Marie Sidonie Traoré Nedialo. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, Madame Traoré, c'est quand même 35 ans d'expérience au service de ce pays. On se replonge un peu dans votre parcours de jeune fille. C'était à l'époque au lycée Philippe Zenda à Kaboré, et puis aussi après du côté de Bobo Dioulasso. C'est déjà l'élève engagé à l'époque, leader, délégué de classe. C'est bien ça? Tout à fait. Oui, au lycée Zenda, de 1965 à 1970, et après à Bobo, de 70 à 73. Effectivement, ces activités, je dirais, sociales m'intéressaient, si bien qu'au niveau de la classe de 5e, j'étais déjà déléguée au lycée. Et j'ai eu à côtoyer d'autres délégués, dont le pasteur Karambiri, qui s'occupait des activités sociales et culturelles, mais en avant en termes de classe. Nous n'étions pas des promotionnaires, mais dans la mesure au niveau du lycée, il y avait un cadre qui recevait tous les délégués. Alors, je faisais partie de ces délégués, aux côtés de Karambiri, aux côtés du délégué général, un certain Karim Ouedraogo qui était à la... Je crois qu'il a exercé à la Poste. Ça répond à quoi déjà, cette volonté à l'époque d'assumer des rôles, de se mettre au devant? Je pense que c'était aussi ma modeste contribution pour rassurer les professeurs, la direction du lycée, que les élèves sont responsables, qu'ils sont consciencieux. Et ce qui fait que je n'ai pas eu de problème à accepter ce poste. Et pour la jeune fille que vous étiez déjà, c'était aisé de se hisser déjà au poste de délégué d'établissement? Bon, en tout cas, naturellement, ça s'est passé ainsi. Et ça s'est poursuivi au lycée municipal de Bobo, où j'étais responsable. Là, on ne parlait pas de délégué. Il y avait le premier responsable qu'on appelait délégué. Mais au niveau des différentes classes, il y avait des chefs de classe. Et vous organisez des luttes à l'époque, des mouvements? Non, ce n'est pas dans le sens d'organiser des luttes. Ma préoccupation était surtout, et à l'époque, vu que c'était des responsabilités qui étaient reconnues par l'administration, c'était juste pour, comme j'ai dit, l'interface, de manière à pouvoir donner des informations sur l'absence de tel ou tel élève. Et s'il y avait la tenue au niveau des classes, parce qu'il faut que ça soit propre, il faut que les étudiants soient courtois, les élèves plutôt, je veux dire, soient courtois. Donc, c'est un ensemble de petits comportements qui aujourd'hui, me paraissent encore nécessaires, vu l'incivisme qui est développé. Ces rapports élèves-enseignants aujourd'hui assez difficiles, hein? Difficile. Alors, au lycée comme au lycée Zenda comme au lycée municipal, on essayait... Il y avait des revendications, mais dans la limite de nos intérêts matériels et moraux. Tout vous voyez, voilà. À l'époque, l'objectif, c'était de devenir sage-femme, c'est bien ça? Bon, arrivé en classe de 3e, comme vous savez, on prend toujours des exemples. On recherche des exemples, d'abord dans sa propre famille et peut-être ailleurs. Mais moi, c'était au niveau de ma famille. Mon univers était à ce niveau où j'avais des sœurs qui étaient déjà dans la santé. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que je ferais bien d'être sage-femme. Elles étaient des infirmières, mais moi, j'ai dit, je voudrais être sage-femme.
Mais après, les choses ont évolué, Oui, hein? rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Finalement, c'est le droit qui a pris le dessus. Tout à fait. C'est le droit qui a pris le dessus parce que après que j'ai passé le concours des sages-femmes et que je n'ai pas réussi, bon, j'étais déjà en classe de seconde. Donc il fallait, je dirais, me pousser, m'encourager à voir que 3 ans, ce n'est rien. Et on peut rapidement arriver au bac et puis aller à l'université. Mais pour entrevoir la possibilité de faire de longues études, surtout le droit, parce que je suis très, très sensible à l'injustice. Ce qui fait que naturellement, je disais que je serais plus outillée en faisant le droit, en apprenant le droit à l'université. Et alors, vous avez donc choisi le droit et c'est à l'université d'Orléans en France Oui, que vous... Orléans. Oui. Orléans, la source. Là, c'est une maîtrise en droit public, hein? Oui, maîtrise en droit public. Et oui, voilà, la maîtrise en droit public sur tout ce qui relève des compétences des collectivités locales. Et puis, par la suite, je suis montée à Paris pour faire la spécialisation dans le domaine des transports. Notamment un 2S en transport et distribution. Voilà, le 2S, je l'ai fait à Mulhouse. Okay. Mais à l'École supérieure de Paris, dans le 8e, j'ai fait, c'est pour avoir le titre d'ancien élève de l'École supérieure des transports. Ça veut dire quoi, ce titre-là? Bon, c'est un titre qui était ouvert à des professionnels dans le domaine des transports et aux auxiliaires de transport comme les transitaires, etc. Donc, c'est un choix de l'établissement de donner des titres parce que c'est beaucoup plus, je dirais, des activités professionnelles. C'est des gens qui sont déjà dans je dirais, dans le métier et qui veulent aller plus en profondeur dans leur connaissance du monde des transports. Et après, de retour au pays, vous avez été conseiller économique à l'ambassade du Burkina Faso au Mali. Vous avez aussi également été chef de département commercial à la Société des chemins de fer du Burkina Faso. Vous avez été chargé donc, du rapatriement des cheminots burkinabés de la Côte d'Ivoire. Vous avez été chef de service juridique chargé des accords aériens à la direction de l'aviation civile. Vous avez également travaillé au PNUD. Oui. Mais beaucoup d'expérience. Hein? Je crois que vous avez... Pêle-mêle. Voilà, le panier est assez consistant. Mais je voudrais simplement dire qu'une fois rentrée en 82, j'ai été recrutée à l'aviation civile. Voilà mon point de départ. L'aviation civile, vous savez que c'est le bras de l'État dans le domaine des transports aériens. Tout à fait. Voilà. Donc, après l'aviation civile, bon, j'ai eu une suspension, je dirais, de mes activités de fonctionnaire dans l'administration pour aller maintenant dans la politique, oui, où j'ai été invitée. On va en arriver justement. Donc, vous voyez, c'est la chronologie chronologie en fait. C'était juste pour rappeler un peu les différentes fonctions occupées dans le cadre professionnel, mais la dimension politique, effectivement, on y arrive. Et ça, il faut le dire, ça, après les années lycée, on peut dire que déjà cette fibre politique, cet engagement politique, ça s'est poursuivi du côté de la France aussi, à travers les associations d'étudiants. Oui, notamment l'association des étudiants voltaïques à Orléans déjà. À Orléans, au niveau de l'association des étudiants voltaïques sous-section d'Orléans, de France, sous-section d'Orléans, où j'ai été cooptée au niveau du bureau comme trésorière. Et par la suite, la fibre politique s'est développée. Et j'ai même dirigé l'association à un moment donné pour ensuite passer le témoin à un autre
à un autre camarade et aller à la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, section d'Orléans. La fameuse FEANF. En quoi elle était fameuse? On en parle tant, cette fédération. Oui, ben, c'est une fierté. Si on pouvait la reconstruire, je m'investirais pour apporter ma modeste contribution. Ça a été un bon cadre pour les étudiants, pour la formation politique des étudiants. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Malheureusement, elle n'existe plus et c'est dommage. Dommage. Ouais. Qu'à cela ne tienne, effectivement, de retour au pays, il y a eu ces activités professionnelles, mais il y a eu, entre-temps, la révolution d'août 83, et vous avez été appelé à apporter votre contribution à ce niveau. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de la révolution, les femmes qui, visiblement, ont occupé une bonne place dans le cadre de cette révolution, notamment à travers le DOP, le discours d'orientation politique, c'est bien ça. C'était clairement défini, le rôle de la femme. Oui, le rôle de la femme est clairement défini dans le discours d'orientation politique du 2 octobre. Et je dirais que c'est c'était notre livre de base, notre document de base pour comprendre les ambitions de la Révolution, pour comprendre son étape, son caractère social. Et je crois que c'était une grande école pour chacun de nous. C'était une grande école. Donc, la femme, dans la Révolution, théoriquement et dans la pratique, nous avons vu par la suite que nous avions eu suffisamment les coups de franche pour travailler dans le sens de réaliser ce qui est contenu dans le DOP. Dans le DOP. Alors, il y a eu notamment la DEMOF, qui est la direction de la mobilisation et de l'organisation des femmes, pour effectivement la mise en œuvre de cette vision politique de la révolution sur les questions de femmes. Et c'est vous qui avez été appelé pour gérer cette direction. Comment ça s'est fait déjà, le choix, le contact? Bon, je dirais, je ne peux pas rentrer dans les secrets. À l'époque, je ne sais pas, mais je sais que c'est certainement à la recherche de femmes pour s'investir dans ce domaine que j'ai été choisie. Au départ, on se demande si on pourra réussir, parce que tous les regards sont portés sur vous. Et il faut encore que vous appreniez à connaître les gens, parce que je ne connaissais personne de ce milieu-là au niveau des dirigeants. Je dirais à l'époque, je ne connaissais pas le président Sankara, je ne connaissais pas le président Blaise Compaoré. Et c'est, je dirais, dans le feu de la lutte que j'ai appris à les connaître et à comprendre aussi leur sincérité par rapport au rôle et la place de la femme dans la Révolution. Dès l'instant où j'ai accepté, je me suis investie. D'abord à comprendre ce qu'on veut que je fasse et aussi à développer des initiatives pour appliquer ce qui est dit théoriquement dans le DOP. Et comme vous le savez, le président Sankara était réellement sincère quand il parlait des femmes. Et pour nous qui l'écoutions, nous étions ravis, nous étions intéressés, cela nous galvanisait et on s'est dit, s'il y a des hommes qui pensent ainsi des femmes, c'est à nous aussi de ne pas décevoir. Ça donnait envie de travailler à ses côtés. Ça donnait envie de travailler, ça donnait envie de faire partie de ces femmes sur qui la Révolution peut compter pour l'action de masse. Passer des femmes. Il y avait, moi j'ai trouvé des femmes. Hein. Moi, quand je suis venue au secrétariat, il y avait déjà un groupe de femmes qui existait. Vous savez, avec le PAI, d'autres femmes, soit des épouses des militaires qui étaient engagés dans la Révolution et d'autres femmes, je ne pourrais pas vous préciser exactement
leur obédience. Mais j'ai trouvé des femmes au départ. Et vraiment, c'est le lieu pour moi de saluer et de souhaiter, bon, avec un peu de retard, mais tout le mois de mars est consacré à la femme. Donc, de saluer toutes ces pionnières et de leur exprimer ma gratitude. Parce que ce n'était pas facile. On vous nomme, on vous dit, voilà, occupez-vous des femmes. Et en dehors de la directive qui met en place les structures de base de la révolution, dont les CDR, vous n'avez rien d'autre, plus bien entendu le discours d'orientation politique. Et on vous dit, voilà. Là, il faut avoir un bon commando et des gens aussi capables de faire de la production réflexive. Vous avez une direction qui est chargée de mobiliser et d'organiser les femmes. Mobiliser, organiser. Et là, tout de suite, vous avez eu votre petite idée déjà pour... Oui, je me suis posé la question. L'organisation des femmes, c'est une organisation, je l'ai comprise comme ça, c'est une organisation de masse. Donc, je ne peux mobiliser les femmes que sur la base de leurs intérêts. Alors, je dis, comme à l'époque, en avril 1985, déjà, le président Sankara avait vraiment mis l'accent sur la lutte contre la désertification, en prônant les 3 luttes, la lutte contre les feux de brousse, la lutte contre la divagation des animaux et la lutte contre la coupe abusive du bois. Donc, en prenant ces 3 luttes, j'ai estimé que nous pourrions, nous femmes, apporter au niveau national notre contribution pour le succès de ces 3 luttes, mais également à mon niveau en tant que responsable politique chargé des femmes, me servir de ce volet comme point d'entrée. Et c'est ainsi que j'ai, en collaboration avec l'Institut burkinabé d'énergie, j'ai proposé au secrétariat général des CDR de commencer par la vulgarisation des foyers 3 pierres améliorées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec ce type de foyer, nous allons pouvoir contribuer à réduire la coupe du bois de chauffe. C'était donc l'axe que vous avez choisi au niveau volontairement. des femmes. Nous avons choisi parce que nous savons que c'est un problème crucial au niveau des femmes. Comment vous avez organisé tout ça? Je vous parlais tantôt de l'Institut burkinabé d'énergie. C'est l'institut qui recherchait les voies et moyens pour lutter contre la désertification. Et donc, avec l'IBE, nous avons arrêté de faire des séminaires de formation des formatrices. Et vous savez, à l'époque, Ouagadougou était constitué de 30 secteurs. Et donc, nous avons pris un secteur test, le secteur 7, où nous avons demandé aux responsables à la mobilisation féminine des 30 secteurs de nous envoyer quelques femmes pour que nous puissions renforcer l'équipe du secteur 7 et puis bénéficier de la formation de l'IBE. Il y avait des animatrices qui étaient là, elles sont toujours vivantes et de passage, je leur dis encore merci pour tout ce qu'elles ont fait pour les femmes. Donc, avec l'IBE, nous avons commencé ainsi. Et vous savez, lorsque la télévision s'investit, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, les femmes construisaient leur propre foyer et la télé passait, filmait, les interviewait et puis c'était beau. C'était beau parce qu'elles arrivaient à réaliser quelque chose qui leur tenait à cœur et elles repartaient avec ces foyers à la maison pour ainsi vulgariser notre lutte contre la désertification.
Et là, ça fait l'effet boule de neige des secteurs de Ouagadougou. Voilà, donc les secteurs de Ouagadougou, les 30 secteurs ayant bénéficié de formatrices, j'ai ensuite dit pourquoi ne pas créer un jumelage entre la province du Kadiogo et les autres provinces, les 29 autres provinces. À l'époque, ce n'était pas 45, mais 30. Et c'est ainsi que le jumelage a permis que les formatrices de chacun des secteurs du Kadiogo aillent renforcer l'équipe de l'IBE pour former, je dirais, un bon groupe de femmes venant des villages, départements, c'est-à-dire les villages, le chef-lieu de département et le chef-lieu de province, un bon lot de femmes qui devenaient des formatrices à leur tour et ainsi de suite pour que chacune aille former d'autres femmes. Nous avons senti que ça bougeait au niveau des femmes. Elles étaient fières d'elles-mêmes, d'avoir pu réaliser et surtout de répondre à l'interpellation du président Sankara. Et ça s'est développé progressivement selon, bien sûr, la dynamique que chaque structure de femmes instaurait en son sein. Voilà. En même temps, les femmes qui apprennent à construire des foyers améliorés, l'impact il est immédiat sur ce volet de la lutte contre la désertification, les résultats sont probants, mais derrière, c'est aussi que, en même temps, vous réussissez ainsi à mobiliser les femmes autour des idéaux de la révolution. Tout à fait. C'est bien ça. Nous nous sommes appuyés sur le DOP, nous nous sommes appuyés sur les interpellations du Conseil national de la Révolution et principalement de son président. Parti donc du centre d'intérêt des femmes pour les mobiliser autour donc de la Révolution. Et il y a eu notamment l'organisation de cette semaine nationale de la femme en 85. Ouais. Donc, en mars 85, nous avons, c'était autour, vous savez, la décennie de la femme, de 75 à 85. Et nous étions à la fin de la décennie et nous avons estimé qu'il faille organiser, pas une seule journée, mais des journées de réflexion. Et ça s'est étendu du 1er au 8 mars, en dehors des délais de route pour la venue des délégués et des délais de route pour le départ. Pas de Djandjouba à l'époque? S'il vous plaît, laissez-moi laissez-moi expliquer comment les choses se sont passées. Parce que je reviendrai sur cette question de Djandjouba. Allons-y. Alors donc, pendant une semaine, les femmes des campagnes et des villes, parce que les délégations qui venaient des provinces étaient des délégations composées de femmes rurales, de quelques femmes de service qui existaient, et qui sont venues à Ouagadougou. Et au niveau du Kadiogo, en plus des femmes des secteurs, nous avons estimé qu'il faille impliquer les femmes de service. Donc un communiqué spécial a été fait pour demander aux fonctionnaires femmes de venir s'investir dans les commissions pour apporter aussi leur contribution, parce que la question de la femme, c'est une question générale, et aussi bien les femmes rurales que les femmes de ville, les fonctionnaires, sont toutes concernées. Et c'est ainsi qu'elles ont pris d'assaut les différentes commissions. Nous avons à l'époque eu 4 commissions qui ont eu à travailler pour dégager des recommandations. Il y a notamment une commission portant sur le statut juridique, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors donc, nous avons essayé de voir quelle est la situation de la femme, son statut juridique. Et les recommandations qui s'en sont suivies nous ont permis de proposer qu'au niveau de la famille déjà, il y ait le code qui puisse régir les relations entre l'homme et la femme pour la protection, pour garantir les intérêts de la famille, de la femme, du mari et des enfants,
que nous puissions avoir une disposition qui réglemente ces rapports-là. Et on peut dire que le code de la famille tire sa source de cette semaine. Tout à fait. Et je puis vous dire que toutes les fois où je suis dans un lieu de mariage, à la mairie centrale par exemple, qu'ils sont en train de lire le rôle du mari, de la femme, la nécessité du consentement, c'est-à-dire avant même l'acte de ce jour, il faut bien que les époux soient disposés, soient consentants à aller au mariage. Tout ça pourquoi? Parce que vous savez que les mariages forcés étaient très développés dans nos campagnes. Et donc, s'il y a un consentement mutuel qui est exigé, forcément, ça réduit, je dirais, cette pesanteur socio-culturelle. Donc, nous avons, au niveau de ce 8 mars, mené beaucoup d'activités. Il y a aussi l'autre volet qui est la santé notamment. Oui. Qui a aussi une commission. Oui. La santé de la mère et de l'enfant. Bien sûr. Il y a eu notamment un débat sur la question de l'excision déjà à l'époque. Ah oui, oui. Et là, vous savez, à l'époque, l'idée qui était développée, c'est que l'excision, on retrouve cette obligation dans le Coran. Et je me rappelle bien des femmes du Sahel qui se sont levées, puisque, comme je vous disais, c'est des femmes rurales, des femmes analphabètes, des femmes scolarisées, mais elles n'avaient pas de complexe. Elles se sont levées dans leur langue. Et c'était à nous de chercher des traductrices pour expliquer qu'il n'y a rien comme disposition dans le Coran qui oblige à ce que la jeune fille soit excisée. Ah oui. Et qu'elle-même, qui est en train de nous parler, n'est pas excisée. Et qu'elle est mariée dans une famille musulmane. Donc, à partir de ce jour, à partir de ce moment, je dirais, cette question de rattacher au Coran pour obliger les gens à accepter, à se résigner, a été, je dirais, levée. Alors, il y a aussi la question aussi de l'autonomisation économique de la femme. C'est aussi une autre dimension de la réflexion. Oui, c'est la grande dimension parce que pour être indépendante et être libre, il faut que économiquement, elle puisse mener des activités génératrices de revenus. Donc, l'un dans l'autre, que ce soit les femmes rurales, que ce soit les femmes qui sont dans le petit commerce, etc. Il y a eu, je dirais, une approche qui a permis de comprendre que les femmes devraient être encadrées et que des moyens devraient être mis à leur disposition pour réussir le travail dans l'agriculture, dans le petit commerce. Et vous voyez aujourd'hui, toutes ces femmes, ces braves femmes transformatrices de nos produits locaux, ça vient de tout ça. C'est parce que nous avons vu. La révolution avait déjà posé les bases de la réflexion. Tout à fait. Et la révolution a vu juste que sans une indépendance financière, elles ont beau avoir des lois qui leur sont favorables, le droit qui leur est favorable, la place qui leur est reconnue, elles ne pourront pas s'affranchir. D'accord. Déjà, l'idée est mise à l'époque d'autonomiser. C'est vrai que cette année, on a vu ce forum organisé par le Parlement sur le même sujet, d'ailleurs, l'autonomisation des femmes, où il est question effectivement d'avoir ces fonds-là. Et je pense que quand je regarde un peu le 8 mars 85 au 8 mars 2019, ça fait déjà 34 ans, non? Et les problèmes sont pratiquement les mêmes. Et ça me pose un problème. Parce que 34 ans après, certes, il y a eu une évolution dans tous les domaines, mais je pense qu'on devrait être à un niveau plus élevé.
Parce que la réflexion a été déjà menée à l'époque. Oui. Il y a eu des recommandations. Effectivement, on doit peut-être encore en train de mener les mêmes réflexions. Il y a eu beaucoup de choses de réaliser. Quand vous regardez de la DEMOF à maintenant, les mécanismes, d'autres mécanismes ont été mis en place. Vous voyez, il y a eu la création du ministère de la Femme. C'est très important. Et c'est notre grande sœur Alice Kédrebego qui a été la pionnière. J'imagine combien de difficultés elle a rencontrées pour imposer cette structure au sein du gouvernement déjà et bien entendu auprès des autres partenaires et au sein de la population. Quand vous regardez ce mécanisme mis en place, qui est sur le même pied d'égalité que les autres ministères, il faut reconnaître qu'un effort a été fait. Un effort a été fait, d'accord. Un gros effort. Ok, d'accord. Alors, à l'époque aussi, la question de la participation politique des femmes, c'était aussi l'autre acte de réflexion aussi que vous avez mené. Il y avait une commission sur ce point bien précis, parce que le travail que nous menions au niveau de la DEMOF, c'était de créer un certain éveil au niveau de la femme, de l'amener dans la sphère publique, parce que nous étions confinés dans les maisons, dans les domiciles. Alors, ça n'a pas commencé avec la DEMOF, mais c'était notre ambition de poursuivre ce travail-là pour que les femmes de plus en plus, de façon massive, acceptent de s'investir dans les activités publiques, acceptent d'assumer des responsabilités à quelque niveau que ce soit. Aujourd'hui, quand vous entendez que le Premier ministre Dabiré a cherché en vain à avoir des femmes par rapport à la composition de son gouvernement et qu'il n'est pas arrivé à trouver les 30% promis par le président de Faso, vous y croyez ou... Bon, j'ai été attristée. J'ai été attristée de savoir et d'entendre surtout qu'on n'a pas pu trouver. D'abord, pour moi, c'est un engagement du chef de l'État. Et qui dit engagement, dit respect. Pour moi, ce n'est pas les femmes qui manquent, à mon humble avis. Que ce soit dans les structures partisanes ou dans les OSC, ou ailleurs d'ailleurs, on peut trouver. Je reste convaincue que de 85 à maintenant, il y a eu beaucoup de structures gérées, dirigées par des femmes capables. On n'a peut-être pas tapé à la bonne porte. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas pour nous qui écoutions, nous ne pouvons pas être, nous les femmes, et je parle à mon nom personnel, je ne pouvais pas être heureuse de constater que 34 ans après, 35 ans après, on soit toujours en train de parler de recherche vaine des femmes pour assumer des responsabilités au sein du gouvernement. D'accord. Et je souhaite que, par la volonté politique, nous puissions voir que cette page va être bientôt tournée. Parce que quand on dit que le Rwanda est un exemple... Que nous prenons pour un exemple, justement. Oui, et le Rwanda aussi dit qu'il prend exemple sur le Burkina. C'est sur quelle base? C'est sur quelle base? Vous voyez? Donc, à ce niveau, je pense que, oui, il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir des difficultés pour choisir. Mais l'éventail des femmes capables de servir dans tel ou tel domaine au sein du gouvernement, je pense que le problème ne se pose pas. Que ce soit au niveau de la mouvance présidentielle, que ce soit dans les ONG, dans les OSC. On peut toujours en trouver. On peut toujours en trouver. Pourvu qu'on se mette au-dessus de la mêlée et qu'on cherche juste les compétences, pas forcément avec l'étiquette. Parce que vous savez, à la Révolution, le président Sankara et son équipe
ont compris rapidement qu'il faut des dispositions, je dirais, discriminatoires. Par exemple, au niveau des structures CDR, après le délégué, obligatoirement, l'adjointe, c'est une femme. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de ce moment, on est obligé quand même de respecter cette volonté politique. Et au niveau du bureau CDR, il y avait la déléguée adjointe et il y avait la responsable à la mobilisation féminine. Donc, la lutte maintenant, je dirais, c'était de mettre des femmes capables pour occuper ces postes, mais aussi grignoter sur les autres postes, si cela est possible, parce que ce n'est qu'un minimum qui était, je dirais, précisé par la directive. D'accord, tout va donc de la volonté politique. Mais pour terminer effectivement sur cette semaine nationale de la femme, à l'époque, sous la révolution que vous avez eu à organiser, on retient aussi que l'une des recommandations, c'était de faire du 8 mars une journée chômée et payée, c'est bien ça? Est-ce que c'est une recommandation? Nous l'avons arrachée. Vous l'avez arrachée? Oui, nous l'avons arrachée. Je vais vous expliquer. Nous l'avons arrachée parce que dans le discours de clôture, tout en reconnaissant les efforts du Conseil national de la Révolution, tout en reconnaissant la place et le rôle de la femme dans le discours d'orientation politique, nous avons estimé que sur 365 jours que compte l'année, nous voulions simplement que le Conseil national de la Révolution nous donne cette journée du 8 mars pour que nous puissions perpétuer, je dis bien perpétuer la réflexion autour de la condition de la femme burkinabé, voir les avancées et voir les obstacles. Mais ce qui est sûr, la dynamique dans la réflexion devrait être possible. Et c'est ainsi, quand j'ai fini le discours, je suis allée, bien entendu, saluer les autorités. Et le président Sankara, par rapport à cette demande, m'a dit, nous allons aller dans votre sens. Bon, bien entendu, ça ne peut pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Je suis remontée sur le podium et j'ai demandé aux femmes de se mettre debout pour remercier le Conseil national de la Révolution pour nous avoir donné le 8 mars comme journée chômée et fériée sur toute l'étendue du territoire. Alors, là, c'est du col, là. Donc, vous voyez, alors, par la suite, j'ai entendu que le président a dit au président Blaise Compaoré de se débrouiller avec les femmes, puisque c'est lui qui était à la justice. Le ministre de la Justice à l'époque. Voilà, de se débrouiller. En tout cas, voilà le problème. Et Dieu merci, le président Blaise Compaoré n'a pas hésité à créer les conditions pour que rapidement, c'est-à-dire le 8 mars 86, nous avions la décision du caractère chômé et payé de cette journée. De cette journée. Et donc, depuis lors, c'est un fait. C'est un fait. Mais c'est un acquis. C'est un acquis. Mais un acquis que les députés de la première législature voulaient remettre en cause. N'eût été la vigilance des femmes députées, et principalement de notre grande sœur Alice Kendrebego. Mais on aurait carrément supprimé la journée fériée parce qu'il était question de regarder sur la liste de tous ces jours fériés, quels jours pourrait-on laisser tomber pour réduire, je dirais, le nombre de choses. Donc aujourd'hui, vous avez vu au départ, vous avez parlé de Djandjoba. Et moi, je suis toujours irritée quand on réduit la question du 8 mars à des questions de Djandjoba et de paille. Nous avons eu des uniformes au niveau du 8 mars 85. Nous avons même dansé après nos journées de réflexion. Ce qu'il faut retenir, et selon moi, il faut que tout ce qui se passe comme réflexion, puisque chaque année,
le ministère de la promotion de la femme a un thème autour duquel les autorités du ministère convient les femmes à la réflexion. Peut-être ce qui manque, c'est de vous associer, vous les journalistes, c'est de mettre l'accent sur la vulgarisation du contenu des réflexions, de ces journées de réflexion, pour que cela prenne le pas sur les païs et le djandjoba. Effectivement, si les femmes, d'une manière générale, ne connaissent pas ce qui a été retenu lors d'une journée ou de 2 journées de réflexion autour d'un thème du 8 mars, bien entendu, le vide va être comblé, aussi bien par vous, les journalistes, que par les autres femmes, sur des histoires de païs et de djandjoba. Donc, ne réduisez pas notre lutte. Il y a un caractère populaire qui est certain. Que ce soit dans le monde des finances, que ce soit dans toutes les composantes, chacun est attentif à cette journée de la femme. Mais c'est un acquis que de pouvoir vulgariser le 8 mars dans toutes les sphères. Et ça, les gens ne regardent pas ça. Alors que nous, quand on a commencé, ce n'était pas facile. Il fallait que ce soit les délégués, que ce soit les autorités, et que par la suite, on continue à parler du 8 mars, etc., et de prendre des thèmes de réflexion, parce que nous sommes convaincus, et là je suis entièrement d'accord avec vous si vous dites qu'il faut des journées de réflexion. Oui, il faut, et les journées de réflexion existent. Mais ce que je déplore, c'est que ces recommandations, une fois qu'elles sont portées à l'attention des autorités, il n'y a pas ce cadre qui puisse les porter. Le suivi. Pour le suivi. Peut-être un observatoire? Tout à fait. Moi, je suis d'accord qu'il y ait un observatoire général qui récupère toutes ces recommandations pour un meilleur suivi. Cela va profiter au ministère technique, cela va profiter aux femmes, et vous, les journalistes, vous aurez de quoi parler, sans parler de djandjoba et des pailles. Merci, merci madame. Voilà, d'accord. Parlant du médiateur du FASO à présent, 2011-2017, dans des conditions assez difficiles à l'époque, en 2011, les mutineries, il fallait que l'institution déjà imprimait ses marques. Bon, disons, imprimer ses marques, c'est trop dire. C'est-à-dire que vous savez que l'institution existe depuis 1994 avec le regretté général Kémoko Marc Garango. Ensuite, il y a eu M. Kafando. Après, c'est Mme Amina. Et moi, je venais en 4e position en 2011 quand j'ai pris la direction de l'institution. Donc, c'est vrai, j'ai pris ça au lendemain de la mutinerie qui a laissé quand même un goût amer au sein de la population. Un goût amer parce qu'on n'avait jamais vu ça. Je pense que, ayant pris le médiateur en ce moment, mon problème était de comment nous allons engranger des dossiers comme mes prédécesseurs l'ont fait pour justifier ce devoir de redevabilité à travers le rapport annuel. Donc, parce que les gens étaient atterrés. Vous voyez, quand ça arrive, c'est vrai que l'essentiel c'était à Ouaga, mais d'une manière générale, les gens ne savaient pas comment se comporter, est-ce qu'il y avait beaucoup de questions. Donc, rapidement, je pense que ma préoccupation était de renforcer les capacités des collaborateurs au niveau des régions, d'où rapidement nous avons vu qu'il faille s'aligner sur le découpage administratif régional pour vraiment permettre aux structures régionales d'être des partenaires de la structure de médiation que dirigeaient les délégués.
Donc ça a été une première réflexion avec les collaborateurs et nous sommes arrivés à faire adopter cette idée qu'il y aura 13 délégués du médiateur dans les 13 régions. Pour prendre en compte ces situations. Et là, il y a eu la période aussi de la transition. Là aussi, c'était une période assez mouvementée, hein, aussi, une crise assez importante où on parlait à l'époque de loi Chérif. Et là, le médiateur du Faso a dû jouer aussi sa partition pour une sortie de crise. Oui, nous avons, grâce à l'interpellation du président de la transition, M. Kafando, nous avons été invités à nous investir pour apporter notre contribution dans la recherche de la réconciliation et de la cohésion sociale. Donc, cela nous a permis de nous investir réellement. Et comme on n'est jamais prophète chez soi, j'ai estimé que ce serait intéressant que les médiateurs de l'espace UEMOA, vous savez que dans l'espace UEMOA, il y a des institutions de médiation comme au Burkina. Donc, que dans l'espace UEMOA, les médiateurs viennent m'accompagner. Et donc, à une assemblée générale de l'AMP UEMOA à Abidjan, j'ai exposé l'idée et j'ai formulé la demande et mes pairs ont accepté de m'accompagner. Et donc, arrivé à Ouaga, j'ai partagé cela avec les autorités de la transition qui ont marqué leur accord, qui ont trouvé que c'est une bonne idée. Et donc, dans la pratique, il y a eu des activités préparatoires à cette rencontre que l'AMP UEMOA allait, je dirais, réaliser à mes côtés. Donc, les activités préparatoires consistaient à des rencontres avec toutes les composantes de notre société, les syndicats, les organisations qui gravitaient autour de la transition, ceux qui étaient sur les bancs de touche. Je ne peux pas dire l'opposition puisqu'on n'avait pas encore les élections, et les OSC, l'armée, les autorités coutumières et religieuses. Donc, tout ce qui est acteur dans notre pays, nous les avons approchés pour expliquer l'idée et la nécessité qu'ils s'investissent à mes côtés pour pouvoir réaliser cela. Et franchement, les choses se sont très bien passées. Depuis les syndicats jusqu'à l'armée, vraiment, tous les acteurs, toutes les composantes ont laissé des allocutions qui montraient leur disponibilité à aller dans le sens de l'apaisement. Et ça, c'était important. C'était quand même pas important parce qu'à l'époque, réussir à réunir l'ensemble de ces entités, certains se regardaient en chaîne faïence, c'était pas si évident. Voilà. Nous les avons rencontrés séparément. Séparément, oui. Voilà. Et chacun, et ça a été couvert par les médias, et je pense que c'est une activité qui a apporté un tant soit peu sa modeste contribution. À l'apaisement du climat social, justement. Voilà, voilà. Et effectivement, on l'a vu par la suite que effectivement, vos collègues des autres pays se sont retrouvés là, et à la fin, une rencontre avec à la fin des recommandations. Je ne dirigeais pas les débats. Tout à fait. Mais c'était je crois à l'époque, c'était le président, le médiateur du Niger qui a dirigé les débats. Avec à la fin, Ishma, ces recommandations assez plus, courageuses aussi. Voilà, avec le médiateur du Mali, qui était notre doyen. Et je pense que nous avons parlé le langage de la vérité. Maintenant, si toutes les recommandations n'ont pas été appliquées, ça c'est de bonne guerre. Voilà. Mais nous sommes conscients que nous avons dit le droit et la vérité. Parce que ce n'était pas évident aussi à l'époque. Non.
de rester dans, dans le droit Voilà. et dans la République. Voilà, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, on sait aussi que dans le cadre de la médiation, vous avez aussi occupé des responsabilités au niveau de la sous-région. Oui. Vous savez, le médiateur de FASO est une institution de base dans d'autres associations. Par exemple, l'association des médiateurs et ombudsman africains. Et à ce niveau, dès que je suis arrivée, j'ai continué, j'ai occupé la place de celle que j'ai remplacée, Madame Amina. Et il y a eu un renouvellement du bureau où j'ai été nommée, j'ai été élue première vice-présidente après le président de l'AOMA qui était le médiateur angolais. Et donc il y a l'AOMA et au niveau de l'AOMA il y a le centre de recherche pour encadrer, pour accompagner les médiateurs dans le renforcement des capacités de leurs collaborateurs, etc. Donc j'ai été membre du conseil d'administration de cette structure depuis ce moment jusqu'à mon départ de l'institution. Ensuite, il y a l'association des médiateurs francophones. À ce niveau, j'ai représenté la partie Afrique de l'Ouest au sein de l'AOMF et par la suite, j'ai été dans le comité de sélection lorsqu'il y a d'adhésion plutôt, lorsqu'il y a de nouvelles structures qui demandent à adhérer à l'AOMF, je faisais partie de ce comité. Et bien entendu, l'association des médiateurs de l'espace UMOA, où j'étais la secrétaire générale. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que l'UMOA étant à Ouagadougou, nous avons estimé que ce ne serait pas pratique, ce ne serait pas efficace que le secrétariat soit dans un autre pays. Donc nous assumons naturellement et je crois que même celle qui m'a remplacée, elle assure ce secrétariat général au profit des autres. C'est pour être proche, vous voyez, pour être proche du siège de l'UEMOA. C'est plus pratique. C'est plus pratique puisque l'UEMOA nous accompagne et nous aussi nous accompagnons l'UEMOA dans la mise en œuvre de ces directives. Tout à fait. Donc, et il y a enfin l'Institut international de l'ombudsman qui est, je dirais, l'organisation fêtière c'est l'organisation mondiale des médiateurs et à ce niveau aussi, nous avons assumé des responsabilités. Donc, je pense que ces structures sont importantes et qu'il faille continuer à s'investir, à être visible et à apporter notre modeste contribution au nom de la région, au nom de l'Afrique, mais dans tous les cas, je pense que c'est dans le partage des expériences que nous pouvons avancer. Et c'est important dans une Afrique en crise, c'est important parce que de plus en plus aussi de voir cela pour estimer qu'au Burkina, par exemple, l'institution médiateur de FASO n'aurait pas toute sa place. J'imagine que ce n'est pas votre avis. Non, pas du tout. J'ai connu ce combat quand j'étais là-bas, mais bon, il se poursuit, ce combat, sous autre forme. Mais je pense que ce ne serait pas juste de liquider le médiateur du FASO parce que le médiateur du FASO a sa place. Parce que c'est une recommandation même de l'État lors des assises de l'administration sur la nécessité de créer le médiateur du FASO. Et nous, au niveau du médiateur du FASO, vous voyez, j'ai trouvé ça paradoxal. Nous investissons pour accompagner, pour convaincre, par exemple au Niger, au Togo, nous avons fait toutes ces démarches pour convaincre les autorités de la nécessité de l'institution de médiation. Et si à notre niveau, on nous supprime, vous voyez un peu, c'est ridicule. Et je pense qu'il faudrait passer
dépasser ce... Il faut juste donner les moyens au médiateur du festival d'assumer son rôle. Oui, que son rôle soit respecté. D'accord. Que sa contribution soit acceptée comme contribution pour apaiser. Parce que dès l'instant où il y a des dysfonctionnements qui existent au sein de l'administration, et Dieu seul sait qu'il y en a, il faut aussi une structure qui puisse attirer l'attention de l'État, parce que l'État est une grande machine. Tout à fait. C'est une machine qui écrase tout sur sa route si on n'est pas vigilant. Donc, à ce niveau, je pense que le médiateur peut toujours continuer à jouer son rôle d'intercession pour amener l'État à savoir que je dirais les fonctionnaires, que ce soit les usagers publics, ont des droits qu'il faut respecter. D'accord. Alors, on va parler justement, c'est dans la même veine, hein, de réconciliation et de vivre ensemble. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui au Burkina. C'est si difficile de réaliser cela, la réconciliation, le vivre ensemble? Bon, vous savez, c'est un point délicat et actuel, comme vous le dites. Et pour moi, il y a des préalables. Il faut d'abord accepter de se parler. Il faut accepter de s'asseoir autour de la même table. On me dira, oui, il faut la justice pour qu'on parle de réconciliation. Je pense que personne n'exclut cela. Mais tout en menant ces activités de justice, pourquoi ne pas voir la nécessité aussi de dégager un cadre, de créer un cadre pour arriver à définir une stratégie et un processus de mise en œuvre de la réconciliation. L'un n'exclut pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est engagé déjà dans les questions de justice qu'il ne faille pas penser à comment nous allons nous réconcilier. Comment? Il faut définir, il faut donner un contenu à cette réconciliation. Si c'est au sommet uniquement, comme au niveau, par exemple, gouvernemental, où il faut ouvrir, je pense que là n'est pas le problème, ce n'est pas suffisant. Il faut plutôt amener chaque Burkinabé à vouloir parler à l'autre, à vouloir tourner la page pour aller à l'unisson au développement. Parce que sans paix, est-ce qu'on peut parler de développement? Donc, et vous voyez la situation sécuritaire aujourd'hui au Burkina, nous avons besoin de parler le même langage. L'opposition n'a aucun intérêt à se réjouir de ce qui se passe sous les auspices aujourd'hui, parce que nous sommes tous des Burkinabés et nous avons besoin d'un minimum de ce socle. Et un des éléments de ce socle, c'est la paix. Un des éléments de ce socle, c'est le vouloir vivre ensemble. Donc, je pense qu'il faut... On me dira qu'il y a Ashkroun, mais Ashkroun a besoin aussi de vision. Ashkroun a besoin d'être accompagné aussi. Comme Ashkroun accompagne à travers les dossiers qu'il examine, mais je pense que l'un dans l'autre, nous avons intérêt à comprendre. Et là, je voudrais vraiment soutenir cette idée qu'il faut qu'on se pardonne. J'entends à gauche, à droite, il faut faire des prières, il faut demander à Dieu. Moi, je suis d'accord qu'il faut demander à Dieu. Mais même dans nos prières individuelles, il y a tout un processus. Nous demandons pardon d'abord à Dieu pour nos pensées, pour nos actes, pour nos paroles. Et Dieu seul sait qu'il y a eu des actes mauvais. Dieu seul sait qu'il y a eu des paroles, des sentiments négatifs de toutes parts. Si nous n'arrivons pas à inverser les choses, vous pensez que les prières vont porter? Je me suis posé cette question. Je reste convaincue que nous devons
nous pardonner les uns les autres. Et cela n'exclut pas ce processus qui est engagé au niveau de la justice. C'est ça. D'accord. On est en fin d'émission. Hein? Madame Kizerbo? Madame Kizerbo a été notre boussole. Cette femme battante, si je suis en train de vous parler, je suis devant vous en train de vous parler de ce que j'ai pu contribuer dans ce pays, c'est grâce à elle. Et nous lui avons rendu hommage parce qu'elle le méritait. Elle l'a mérité, elle a reçu cet hommage du fond de son cœur aussi parce qu'elle me l'a dit. Vous m'aviez honoré de mon vivant. C'est une grâce. C'est pas mes mérites, c'est une grâce. Dieu a voulu vous accompagner, vous inspirer et vous m'aviez honoré. Et je partirai avec ce bonheur dans mon cœur. Quand une mère vous dit cela, je pense que là où elle est, elle continue de nous bénir et elle continue d'être toujours une référence pour toutes ces femmes qui ont été à l'internat, pour toutes ces femmes qui ont été ses élèves, parce avant d'être directrice, elle était professeure au niveau du lycée. Donc, je garde cela aussi comme un acquis que nous ne devons pas remettre en cause. Savoir remercier, avoir de la gratitude pour tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci d'être passé sur le plateau de Surface de Vérité ce soir. Merci. Mesdames, Messieurs, je recevais pour vous Madame Halima Deborah Marie Sidonie Traoré, Né Diallo, ancien médiateur du FASO. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir chez vous.